Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des règlements et de l'arbitrage de la marche nordique en compétition. Alors, d'où vient cette vidéo? De mon parcours personnel, je fais un petit peu de compétition, donc ça me permet de voir ce qui se passe au sein des pelotons et aussi d'échanger avec les marcheurs et les juges, mais surtout des analyses biomécaniques que j'ai pu faire, soit au moyen de capteurs, soit au moyen d'analyse avec des vidéos à haute vitesse. Donc j'ai comme ça analysé beaucoup de marcheurs, ce qui m'a permis de voir beaucoup de choses intéressantes. On s'adresse ici beaucoup aux gens qui s'occupent de l'arbitrage, bien sûr, les commissions, les chefs juges, les juges, mais aussi aux marcheurs qui voudraient aller à l'international, puisque vous allez voir que les règlements ne sont pas les mêmes entre la France et les pays du Nord notamment. D'abord, un grand merci aux juges. Sans eux, il n'y aurait pas de marche nordique compétition, il faut quand même le rappeler. Donc c'est des gens qui sont très dévoués, qui sont souvent là avant votre arrivée et même quelquefois après votre départ, qui sont être patients sous la pluie, sous le soleil. Donc encore une fois, merci à eux. Sans eux, pas de compétition, ne l'oubliez jamais. Le sommaire, alors la vidéo est chapitrée, ça veut dire que vous pouvez passer d'un chapitre à un autre très facilement. Donc le règlement FFA, on va voir dans le détail. Une erreur très importante sur laquelle je mets en garde les juges, donc l'erreur de parallaxe, on verra ce que c'est par rapport aux autres sports. Les façons d'arbitrer en FFA, alors ici c'est ce que j'appellerais mes 2 cents, ça c'est mon point de vue à moi, des choses que j'ai pu remarquer avec des idées d'amélioration. Le règlement international ONWF, le règlement international EMA, Master, et enfin les conclusions, donc avec justement les écarts qu'il y a entre ces différents règlements. Donc beaucoup de choses intéressantes à voir. C'est parti, on y va. Donc première chose, le règlement FFA, donc Fédération Française d'Athlétisme. Donc ce transparent, enfin ce slide vous l'avez vu déjà beaucoup de fois. Et donc en gros, ça vous dit les différentes techniques qu'on doit utiliser et en particulier la propulsion par poussée au sol. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. La marche nordique se définit par une propulsion au sol. On pousse sur les bâtons. D'autres choses, toujours un pied et un bâton au sol. Effectivement, on ne court pas en marche nordique. Donc ça, c'est la grosse différence qu'il y aura par rapport au trail. Au trail, les gens font un peu ce qu'ils veulent avec les bâtons. Ils s'en servent, ils s'en servent pas, ils courent, ils marchent, peu importe. Ici, en marche nordique, on est vraiment dans un cadre bien déterminé. Bras et jambes en opposition, très important. Je reviendrai là-dessus sur la fin de la vidéo. On doit toujours avoir une alternance entre le bras et la jambe. L'avancement de l'un se fait quand l'autre recule et ainsi de suite. Donc ça c'est un point très important. Autre chose, les jambes, donc je viens de vous le dire, on n'a pas le droit de courir, donc le pas de course c'est vraiment quelque chose de strictement interdit, qui est éliminatoire d'ailleurs. Le pas glissé, alors voir ce que c'est quand on fait glisser le pied sur le sol. L'attaque du sol doit être par le talon, ça c'est une caractéristique de la marche nordique. Et la jambe d'attaque non tendue au passage du buste, encore une caractéristique par rapport à la marche athlétique notamment. Les bras et les bâtons. Alors ça c'est un point important, c'est le point le plus important je dirais en compétition. On va vous demander de passer le coude devant le buste au moment du passage avant. Et on va vous demander de passer la main derrière la fesse au moment du passage arrière. Donc ça c'est des points très très importants, je dirais c'est vraiment le fondamental de la marche nordique compétition. Pointe au sol, très important, les bâtons restent posés au sol. Il n'est pas question de faire voler les bâtons en l'air. L'alignement du corps, dernier point qu'on voit sur le diagramme d'ailleurs, il y a une ligne qui a été tracée. Le pied, genou, bassin, épaule, tête doivent être alignés. On ne doit pas avoir de gens qui sont trop penchés en avant ou même trop penchés en arrière. Les affaissements sont interdits, aussi bien le centre de gravité que les épaules. Et pour finir, un dernier petit point dont je parlerai en conclusion de vidéo, on voit sur le diagramme, il y a une zone de plantée qui était définie, effectivement, qui vous demandait de planter le bâton dans cette zone. Et donc ça, c'est un des points où, à mon avis, la FFA a commis une erreur, entre guillemets, c'est un point qui devrait être à revoir. Bref, on est parti. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de points, ce qui fait que pour les juges arbitres, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à contrôler. Il y a des contrôles qu'on peut faire ou de face ou de dos. Par contre, il y a certains contrôles qui doivent se faire absolument de côté, qui demandent donc une vision latérale. Donc ça c'est très important, sinon on va tomber sur ce qu'on appelle une erreur de parallaxe. Alors ce problème-là, on va le retrouver dans d'autres sports, l'athlétisme, la natation. Et donc c'est pas rare en natation, par exemple, d'avoir plusieurs juges arbitres. Par exemple, un juge pour juger les virages, un juge pour juger les départs, un juge pour juger la glissée des 15 mètres, etc. Donc il y a assez souvent dans d'autres sports plusieurs juges qui sont spécialisés
pour détecter une erreur donnée. En marche nordique, c'est pas tout à fait le cas, donc ça va être beaucoup plus difficile pour les juges à cause de ça. Donc première chose vitale à mon sens pour la marche nordique compétition, ce qu'on appelle l'erreur de parallaxe. Alors l'erreur de parallaxe, c'est une erreur bien connue des gens qui font de la physique, hein, mais aussi des bricoleurs. En fait, ça consiste à dire, qu'est-ce qui se passe si quand je dois contrôler quelque chose, viser quelque chose, je me déplace par rapport à l'axe, d'où le problème de parallaxe, hein, erreur dans le parallélisme de l'axe. Donc vous voyez ici que si on vise bien dans l'axe, on doit viser quelque chose hein, qui est à 10 cm, et bien on voit que l'œil tombe bien dans l'axe, on tombe sur les 10 cm. Maintenant si je me décale, eh bien on arrive à ce genre de choses. Hein, ça les bricoleurs le savent bien. Quand vous mesurez quelque chose par rapport au mètre hein, qui est derrière quelque chose, eh bien vous devez absolument être dans le même axe. Sinon ici par exemple vous allez dire que ça fait 19,2 alors qu'en réalité la bonne mesure c'était 20. Donc ça c'est une erreur très très importante. Alors qu'on trouve dans beaucoup de sports. Exemple, le tennis, vous avez toujours vu des matchs de tennis, hein, tout le monde a vu des matchs de tennis, eh bien vous avez des gens qui sont sur l'arrière et qui ont une attitude un petit peu bizarre de prime abord. Et en fait, ils sont penchés, ils ont un regard fixe. Qu'est-ce qu'ils regardent? Eh bien, ils regardent tout simplement les lignes blanches de côté pour éviter que les balles soient en dehors du terrain. Donc ça, c'est très très important. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont vraiment dans l'axe de la ligne et ils visent cette ligne pour vérifier que la balle n'aille pas à gauche ou à droite. C'est très important. D'ailleurs, vous voyez que même sur la vidéo, là, la caméra n'est pas exactement dans l'axe. Eh bien, on a l'impression que le juge n'est pas dans l'axe de la ligne. Je peux vous assurer pourtant qu'il y est. Hein, donc c'est ça l'erreur de parallaxe, c'est d'être vraiment dans l'axe de quelque chose que l'on veut contrôler. Donc c'est très 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 important. Et donc, en FFA, on a des fautes qui vont être contrôle obligatoire sur le côté, hein, avec une vision latérale. Hein, parce que si vous ne faites pas ce contrôle obligatoire, eh bien vous allez tomber sur la fameuse erreur de parallaxe. Alors la première erreur qui est la plus jugée, en général, ce qu'on appelle l'erreur de poussée, elle se fait de côté. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de passer le coude devant et la main derrière. Et donc si vous n'êtes pas vraiment sur le côté, eh bien il y a des grandes chances que vous tombiez sur une erreur de parallaxe. Et vous allez avoir l'impression que par exemple le coude ne passe pas ou que la main ne passe pas. Donc très très important d'être vraiment sur le côté. Alors maintenant tout n'est pas difficile. Il y a des gens comme ici, Béatrice Ranchon, qui ont une telle amplitude de bras que là même à distance, eh bien vous allez voir que la personne est vraiment respecte la ligne, je dirais, qu'on lui demande de faire, hein, respecte le point de règlement, là il n'y a pas de souci. Donc là c'est très facile à voir. Donc, il y a des gens comme ça, hein, Selena Corsoletti par exemple, il y a des gens qui font une très très grande amplitude, ou même à 100 mètres, à 200 mètres, eh bien vous allez voir qu'ils sont dans les clous de ce qu'on leur demande. A l'inverse, il y a des gens dont je fais partie qui ont malheureusement une toute petite amplitude. Par exemple, moi je passe très peu la main derrière et mon coude est un petit peu limite. Donc dans ce cas-là, pour un juge c'est difficile. Et s'il n'est pas sur mon côté, il y a des grandes chances qu'il me décerne un carton en disant que j'ai un défaut de passage de bras. Donc ça c'est un point très très important à comprendre, c'est que cette erreur-là ne peut être jugée que sur le côté. Donc quelquefois, je vois des juges qui sont à 10 mètres devant moi, donc face à moi. Je peux vous assurer que dans ce cas-là, en ce qui me concerne, eh bien le jugement ne peut pas être correct, hein, puisque l'erreur de parallaxe est là, on ne peut pas voir à distance si les bras passent bien. Donc très très important. Donc par ailleurs, je vais revenir là-dessus, eh bien, il y a des marcheurs qui sont très très rapides. Hein, ce qui fait que la partie du bras ou aussi bien le coude ou la main est éloignée du corps, du buste, eh bien c'est très très bref, hein, c'est quelques dizaines de millisecondes, donc il faut vraiment avoir l'œil, hein, je vais en reparler un petit peu plus loin, donc c'est quelque chose qui peut être difficile à juger, à la fois sur des débutants comme moi, qui sont une amplitude réduite, et sur des marcheurs très rapides. Alors un conseil aux marcheurs, là vous verrez que je mets My Two Cents en bleu pour les marcheurs et en rouge pour les juges, donc c'est des petites idées que j'ai comme ça. Bon, ça c'est une chose que je suis en train d'essayer de faire, hein, d'avoir vraiment une amplitude avant et arrière plus importante, pour que même si les juges ne sont pas en face de moi, eh bien ils me disent pas que je passe pas le bras. Donc ça c'est une manière de faire. Alors comment on développe ça? Il faut vraiment travailler de manière lente et s'habituer à avoir une bonne amplitude, et également une bonne endurance, parce que il est fréquent que cette amplitude vous l'avez au début de la course, mais à la fin dans les derniers tours vous la perdez, ça c'est très très fréquent. Donc première chose, vision latérale obligatoire. Deuxième chose pour cette faute,
Ici, on parle de pousser dans le règlement de la marche nordique, un FFA. Malheureusement, je trouve que ce mot-là est mal choisi parce que, en fait, il y a bien des gens qui ont les bras devant ou derrière, mais qui ne poussent pas. Hein, ils passent le bras, en fait. Hein, ils passent le bras. Alors, on va le voir. Donc ça fait partie des mesures que j'ai pu faire, la marche 4 temps, la marche 2 temps, 4 temps. Donc de quoi il s'agit? Eh bien, en marche 2 temps, on a très peu de temps entre la pose du pied et la pose du bâton. On a un tout petit décalage. Hein. Et d'ailleurs, il y a même des gens pour qui c'est quasiment synchrone. Hein. Les gens vont poser le bâton en même temps que le pied. Hein. Donc de ce fait-là, on a un très très petit décalage. Hein. Là, j'ai mis par exemple 30 millisecondes. Maintenant, il y a des gens qui sont à 20 milli, 10 milli. C'est vraiment très très proche. D'ailleurs, à l'oreille, ça s'entend bien. Hein. Vous entendrez des sons comme ça. Hein. C'est vraiment que le bâton, enfin le pied et le bâton se posent quasiment au même moment. Donc ça, c'est la marche historique. J'en reviendrai dans les règlements internationaux. Marche en 2 temps. Après, ça se répète. Hein, deuxième pied, deuxième bâton. Alors par contre, la marche en 4 temps, donc c'est une technique assez récente hein, qui s'est trouvée surtout en France. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a toujours notre attaque talon. Par contre, on a un temps un temps certain, je veux dire, entre la pose du bâton, la pose du pied et la pose du bâton. Ici, j'ai pu faire des mesures jusqu'à 200 millisecondes, hein, donc il y a vraiment un temps très 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 important entre le pied et le bâton. Donc c'est vraiment des techniques complètement différentes, hein, et on va voir qu'il y a des limites à cette technique en 4 temps eh bien, qui peuvent amener des pénalités. Donc voilà ce que c'est la marche 2 temps, la marche 4 temps. Alors on est des humains, hein, personne n'est des robots. En réalité, il n'y a personne qui marche vraiment en 2 temps, vraiment en 4 temps. Il y a des gens qui oscillent entre les deux, il y a des gens qui changent de technique au fil de la compétition également. Et au fil de leur fatigue d'ailleurs. Donc voilà. Du coup, en 4 temps, parler de pousser, c'est pas toujours vrai parce que assez souvent en 4 temps, on a les bras à 90 degrés. Et les bâtons en l'air. Il peut y avoir des bâtons qui sont devant en l'air. Moi, je vois des fois des bâtons à 30 cm du sol en l'air, donc il n'y a pas du tout de poussée. Hein. Le bâton est en l'air. Par contre, le bras passe. Ce qui fait qu'ici, eh bien, on peut avoir des sentiments d'injustice. J'ai déjà vu des marcheurs râler après des arbitres sur une faute de pénalité de pousser, justement. Et le marcheur dit, je poussais comme une bête. Il a raison. Il faisait un effort très important sur le bâton. Par contre, le juge, c'est pas ça qu'il voit. Le juge, ce qu'il voit, c'est est-ce que le bras passe ou devant ou derrière. Donc c'est d'où l'ambiguïté. Donc je pense que cette ambiguïté pourrait être levée en parlant de passage. C'est ce qu'on voit dans les règlements internationaux derrière. Je pense que si les juges disaient défaut de passage avant ou défaut de passage arrière, eh bien, il y aurait plus ces prises de bec avec les marcheurs parce que même s'ils poussent, eh bien, ils peuvent très bien comprendre que s'ils poussent, ils ne sont pas passés. C'est pas parce que vous passez que vous poussez et c'est pas parce que vous poussez que vous passez. Donc c'est subtil, mais il faut bien voir les choses comme ça. Hein. Le passage, je pense que c'est quelque chose qui serait plus précis. Alors, le défaut d'alignement, ça c'est latéral ou facial. Hein, le défaut d'alignement consiste à savoir si les pieds, genoux, bassin, épaules et tête sont alignés. Pourquoi? Parce que on veut éviter que les marcheurs se penchent trop. Alors, en réalité, ce qu'on constate, et ça j'ai pu le mesurer dans mes captures biomécaniques, hein, en réalité, beaucoup de marcheurs ne se penchent pas vraiment au niveau du buste. En fait, ce qui penche beaucoup, c'est la tête. Hein, ce qui fait que personnellement, moi j'ai tendance à avoir une inclinaison de buste à 9 ou 10 degrés, mais souvent les gens me disent t'es trop penché. Pourquoi ils disent ça? Parce que c'est ma tête qui est penchée. En fait, l'alignement se fait pas tellement sur jambe-buste la plupart du temps, mais sur buste-tête. D'accord. Ici un exemple de Joris. Hein. Donc Joris, un des espoirs français de la marche nordique. Joris, il peut avoir une inclinaison de buste qui atteint 15 voire même plus degrés. Pourtant, il n'est jamais discuté sur ce défaut d'alignement. Pourquoi? Parce que sa tête est vraiment dans l'axe de son buste. On voit d'ailleurs qu'ici, il pourrait même encore un petit peu plancher un peu plus, hein, s'il le voulait. Donc le truc à vraiment retenir, hein, aussi bien pour les juges que les marcheurs. Alors les juges, je pense qu'il serait bien, plutôt que de dire t'es trop penché, qu'ils disent défaut d'alignement tête, ou alors défaut d'alignement buste. Bon, défaut d'alignement buste, ça arrive, hein, quand les gens en fin d'épreuve sont au bout de leur vie, il y a des gens là qui sont vraiment en défaut d'alignement buste, ils sont complètement penchés en avant, ils sont morts. Mais je pense que si le juge disait simplement défaut d'alignement tête, par exemple on me dirait à moi défaut d'alignement tête, eh bien je sentirais ça comme une information précise plutôt que t'es trop penché. Donc défaut d'alignement tête, défaut d'alignement buste. Donc par ailleurs, pour les marcheurs, je viens de vous le dire, eh bien souvent c'est pas leur buste qui est en cause, c'est leur tête. Donc pensez bien à votre tête
et vous verrez une faute latérale ou faciale cette fois-ci. Donc les gens qui abaissent le centre de gravité. Donc ça c'est facile à détecter, hein, même à grande distance. Hein, je vois des gens, quand on les voit à 100 mètres ou à 200 mètres, on voit qu'ils sont complètement affaissés. Hein. Donc ça, les jambes sont pliées. Bon, en général, les causes classiques, c'est au départ, les gens veulent absolument accélérer. Et il y a des études qui ont montré qu'en baissant le centre de gravité, on va plus vite. Mais aussi, et surtout, sur la fin de sa fin de course, les gens sont morts et là, ils n'arrivent plus du tout à avoir de gainage. Hein, ils sont plus du tout toniques et là, ils s'affaissent complètement. Donc ça peut se voir assez facilement. Alors, pour les marcheurs, comment on évite ça? En général, justement, par la recherche de gainage. Hein, il y a des pratiques, personnellement, je fais du pilate. Hein, donc ça permet vraiment d'obtenir un meilleur gainage du corps. Donc par ailleurs, la fin de compétition, je viens de vous le dire, l'endurance va vous permettre d'éviter de vous affaisser complètement sur la fin de compétition. L'oscillation des épaules. Donc ça, c'est une faute qui est facile à détecter. Hein. Alors, grande ou petite distance. Hein. Alors, plutôt facial, parce que de côté, on risque de pas trop voir. Par contre, quand on est en facial, là, vraiment, on voit bien qu'il y a une épaule qui penche complètement d'un côté par rapport à l'autre. Alors, c'est une pénalité qui est très peu attribuée. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont plus que limite par rapport à ça, alors que c'est facile à détecter, même pour des marcheurs très rapides, on le voit très bien. On voit bien que les épaules s'affaissent complètement. Alors attention aux marcheurs, hein. Cette faute peut entraîner des pathologies importantes, ça va vous bousiller les épaules. Et donc bien penser à ça, ça peut vraiment vous faire très très mal. Toute cette répétition des gestes avec des épaules complètement tordues, je pense que si vous montrez ça à un kiné, il va vous dire arrête de faire ça, tu vas te blesser. Le pas glissé. Donc le pas glissé, c'est pour éviter, notamment aux anciens coureurs. Moi, je suis un ancien marathonien, et bien c'est vrai que on a tendance à glisser les pieds pour éviter de les lever. En fait, on économise de l'énergie. Hein. Quand on fait la longue distance, on essaie vraiment d'économiser l'énergie du corps. Et le pas glissé, c'est une manière de l'économiser. En marche nordique, on n'a pas le droit de le faire, et donc on doit toujours avoir une attaque talon, et ensuite faire un déroulé du pied. Alors attention, pour les gens qui ont des chaussures avec un grip important, eh bien le grip peut empêcher ce déroulé du pied. Hein. Et donc faites attention à ça, marcheurs. Hein. D'avoir des chaussures avec un grip trop important, ça peut vous entraîner des faux de pas glisser. Par ailleurs, pour les juges, attention aux montées. Si vous jugez un marcheur en montée, bien évidemment que ça change la donne, puisque l'angle de la pente fait que physiquement, je dirais au sens physique, hein, eh bien le pied est beaucoup plus près du sol à cause de la pente. Donc je pense que c'est pas forcément une bonne idée de juger du pas glissé dans une côte ascendante. Donc la marche athlétique, hein, on vous interdit justement de marcher comme des marcheurs athlétiques qui ont la jambe tendue. Donc ça, c'est assez facile à voir, hein, même de près, de loin, facial ou latéral, c'est quelque chose qu'on voit assez bien. Alors qui se retrouve surtout évidemment pour les gens qui viennent de la marche athlétique. Hein. Les autres n'ont pas de raison de tendre les jambes comme ça. Dernière chose qui va concerner ce qu'on va évoquer sur la fin de la vidéo, la marche à l'amble. Eh bien la marche à l'amble, c'est quand vous avez le bâton qui se trouve en arrière du pied du même bord. Alors ça, on va en reparler donc dans les nouvelles évolutions techniques. Là, on voit de plus en plus de marcheurs rapides qui font ça, c'est-à-dire qu'ils vont piquer, ils vont ancrer le bâton derrière la jambe. Et donc il y en a qui, à leur grande surprise, sont pénalisés sur une marche à l'amble et ils ne comprennent pas. Et effectivement, ben, c'est quand même un des fondamentaux de la marche nordique, c'est qu'on est en opposition. Le pied est de l'autre côté du bâton. Et si on fait ça, eh bien on voit que le pied est du même bord que le bâton. Donc on se trouve à marcher à l'amble. Difficulté liée à la vitesse. Donc effectivement, il y a des marcheurs qui sont maintenant très très rapides. Hein. Donc je vais vous montrer quelqu'un qui est un des meilleurs marcheurs nordiques français, hein, qui s'appelle Xavier Gélin. Donc ici on le voit quatrième au championnat d'Europe. Hein. Et donc j'ai eu la chance de le mesurer en biomécanique et je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne à vitesse réelle et également au ralenti. Donc ici on va voir à vitesse réelle, donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant ici au ralenti, donc dans mon nouveau logiciel, hein, je suis en train de mesurer justement les angles ici de passage du coude qui nous donnent une bonne idée sur ce qui se passe au niveau de la pénalité, voilà. Et bien qu'on voit que bon, tout ça au ralenti, on le voit très bien, hein, mais ça va quand même, c'est quand même assez difficile à mesurer pour un juge. Hein. Alors j'estime que
Après, à peu près vers les 30 degrés, on commence à sortir de la pénalité, hein, en ce qui concerne l'angle entre le coude et le buste. D'accord? Bon, maintenant, c'est très très difficile, hein, pour les juges d'estimer ça, puisque ça va très vite, hein. Un gars comme Xavier Gélin, il est à 300 millisecondes de mouvement global. Donc à 300 millisecondes, il arrive à le bras qui passe devant, qui passe derrière, ça va très très vite. Mon sentiment, là aussi mon two cents, hein, c'est que les juges se concentrent sur un point, hein, qui focalisent sur un point, un petit peu comme les chats le font sur un moustique au milieu d'une haie, et bien de manière à vraiment se focaliser sur quelque chose. Une fois qu'ils savent à qui ils ont affaire, et bien qu'ils vérifient quel est le point de passage à vérifier. Par exemple ici, est-ce que c'est un point de passage avant, un point de passage arrière, et qui se focalisent uniquement sur ce point-là. Ils pourront pas tout regarder, hein, ça va beaucoup trop vite. Difficulté, hein, les virages serrés. Donc, bon, ça c'est pour des ondes physiques, hein, tout simplement. Quand vous avez un virage serré, c'est un petit peu comme une voiture, hein. Eh bien, la roue à l'intérieur fait moins de distance que la roue à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on a inventé les différentiels. Alors nous en marche nordique on n'a pas de différentiel, mais naturellement on va le faire, hein, puisqu'on va faire moins d'amplitude de bras à l'intérieur du virage qu'à l'extérieur. Donc si vous avez une épingle à cheveux, eh bien c'est quasiment impossible d'évaluer la faute, hein, de passage avant ou arrière à cause de ça. Dénivelé en côte, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc il va y avoir un autre phénomène également, c'est que le marcheur va se pencher en avant pour compenser la côte. Et ça c'est un petit peu normal, hein. Donc de ce fait-là, les défauts d'alignement sont regardés vraiment par rapport au corps du marcheur et pas par rapport à l'inclinaison par rapport au sol. L'alignement se fait vraiment en regardant l'axe du pied, du genou, du bassin, de l'épaule et de la tête, indépendamment de la pente. Donc ça c'est vraiment une abstraction à faire pour le juge. Les obstacles. Bon, moi j'ai déjà vu des fois des évaluations qui sont faites sur des trous, des bosses, voire même des marches, des galets roulants. Bon bah là évidemment qu'on ne peut pas marcher correctement, il y a même des fois on ne peut pas marcher du tout, hein, on risque de tomber. Je pense que c'est pas un bon endroit pour placer un point d'arbitrage. À la rigueur, un point d'alerte pour signaler aux marcheurs que c'est dangereux, ça c'est une chose, mais placer un point d'arbitrage dans ces endroits-là, je pense que c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Alors, autre chose que j'ai pu remarquer, normalement, les juges, on leur demande d'appliquer un règlement. Mais il y en a certains qui veulent plutôt parler de style. En fait, ils sont coachs, hein, beaucoup sont coachs. Et là, à mon avis, il y a une dérive qui se fait. En natation, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais les nageurs peuvent respirer en 2 temps, 3 temps, c'est-à-dire respirer tous les 2 coups de bras, les 3 coups de bras, etc. Donc tout ça, c'est des styles. Jamais vous verrez un juge en natation dire tu respires en 3 temps ou tu respires en 2 temps. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est de vérifier le virage, de vérifier que la coulée ne dépasse pas 15 mètres et d'autres points que je ne connais pas. Enfin bref, eux, ils sont sur un règlement, ils sont pas sur des styles. Et je pense qu'en marche nordique, on doit être dans la même façon. On ne bat pas de la même manière. Donc je pense qu'il est préférable pour un juge de rester dans le réglementaire, en tout cas dans l'annonce des pénalités. D'accord? Ce qui fait que défaut de passage avant avec une précision le coude, ça c'est bien, à mon sens. Par contre, ton bras est trop plié, bah, là on passe dans le domaine du style. Ce qui compte, c'est que le coude passe, même si le bras est un peu plié, peu importe. Le bâton n'est pas assez levé. Là on rentre vraiment dans les styles, hein. Les gens qui marchent en 4 temps peuvent avoir le bâton qui est devant à 30 cm du sol, voire même 40 cm du sol, hein. Leur bras est à l'horizontale. Mais ça, c'est un style. C'est un style de marche, c'est une manière de marcher. Et donc ce n'est pas une pénalité. D'accord? Donc il faut bien faire attention à ça pour le juge. Il doit oublier sa casquette de coach pour rester au niveau de l'arbitrage. Sinon, ce qui risque de se passer, moi par exemple, je cherche à marcher en 2 temps. Si un juge me dit tes bâtons sont pas assez levés devant, bah pour moi, je comprends pas ce qu'il me dit. Moi, je veux marcher en 2 temps. Mon bâton se plante exactement au même moment que mon pied est posé, donc le bâton n'a pas à être 30 cm en l'air. Donc je juge que c'est pas, ça s'applique pas à moi. Donc vous voyez la différence. Alors l'exception, les marches open. Donc dans les marches open, on demande aux juges de conseiller les marcheurs débutants qui sont pas sûrs de leur technique. Là, effectivement, ils peuvent discuter, échanger avec eux. D'accord? Donc vraiment, ça c'est un point qui doit éviter des conflits avec les marcheurs. Hein, si les juges restent vraiment au niveau du règlement
et ne dérivent pas sur les styles. S'ils s'en vont sur les styles, on rentre dans des choses désagréables. Hein, par exemple, le marche en 4 temps, en FR, c'est autorisé en France. Hein. À l'étranger, ça ne l'est pas. Donc un juge polonais, par exemple, pourra dire tu n'as pas la bonne synchronisation bâton-pied. Un juge français n'a pas à le dire, puisque ça ne fait pas partie du règlement aujourd'hui. Alors, puisqu'on parle de ça, on y arrive. Les règlements internationaux, donc l'ONWF, donc ça c'est à l'origine de pays du Nord, hein, typiquement la Finlande, qui est le pays créateur de la marche nordique, ne l'oublions pas, et donc les Polonais qui sont des gens qui essaient vraiment de respecter ces choses-là. Donc Original Nordic Walking Federation, donc effectivement la marche nordique originelle, hein, c'est ça l'idée, donc de respecter la façon originale de marcher en marche nordique. Alors, j'ai fait un petit bilan parce que le règlement est assez long, hein, je vous mettrai d'ailleurs des liens dans la vidéo pour récupérer ces règlements. C'est un peu touffu même comme souvent dans les règlements, il y a beaucoup de phrases, c'est très verbeux. Donc là je vous ai fait une synthèse. Alors on voit qu'il y a des choses qui sont communes avec nous. Bon, par exemple le passage du coude devant, le passage de la hanche derrière, ça c'est la même chose. Traîner les bâtons, ça c'est pas vraiment pénalisé en France, mais bon, pourquoi pas. Le roulis. Le roulis, c'est quelque chose qui est pénalisé en LWF. Alors c'est bizarre, en France, on n'en parle pas. Alors qu'est-ce que c'est le roulis? C'est ça. Le roulis, c'est l'angle. Alors c'est moi qui ai inventé ces termes-là il n'y a pas très longtemps. Hein. Roulis est en gage. Donc le roulis, c'est la façon de voir le marcheur de face ou de dos. Hein. C'est l'angle qu'il y a entre la verticale et le bâton. Alors pourquoi les gens ont du roulis? Ont des bâtons trop grands, c'est classique. Hein, les gens qui ont des bâtons trop grands. Étant donné qu'ils ne peuvent pas les faire passer au niveau du passage de la hanche, eh bien ils penchent le bâton pour que ça passe. Défaut physique, des gens qui ont une épaule bloquée à l'articulation, voilà, ils sont bien embêtés, et souvent ils trouvent cette astuce. Et enfin, attention insuffisante. On verrait assez souvent ça, encore une fois, dans les fins de compétition. Hein. Dans les fins de compétition, les gens qui sont au bout de leur vie, eh bien, ils ont tendance à avoir les bâtons qui volent dans tous les sens. Et donc c'est ça qu'on appelle le roulis. Donc ça en France, c'est pas pénalisable. Sur le ONWF, ça peut l'être. Roulis excessif. Alors ils appellent pas ça comme ça parce qu'ils n'ont pas créé le mot de roulis, mais ils vont vous dire quand les bâtons sont trop serrés à l'avant et moins serrés à l'arrière, c'est pénalisable. Donc ce serait bien qu'ils utilisent le mot de roulis d'ailleurs. Faire voler les bâtons. Ça existe aussi en France, c'est une conduite dangereuse. C'est pas vraiment marqué dans le règlement, mais j'ai déjà vu des gens se faire pénaliser pour ça. Quand vous avez les bâtons qui volent à l'arrière en l'air, bien évidemment que la personne qui est derrière risque de se faire éborgner. Donc ça, c'est une faute très grave. Alors faire tourner les bâtons, c'est difficile dans la traduction, mais je pense que c'est ce que certains appellent la moulinette. On va en reparler dans la marche 4 temps. Eh bien en fait c'est le fait d'avoir une rotation du bras autour du bâton. Hein, c'est ce que certains ont appelé il y a quelques années la moulinette. Décalage important pied-bâton. Eh oui, on y arrive. Hein, pour les gens de ONWF, c'est important de synchroniser la pose du bâton et la pose du pied. Pour eux, le bâton doit être posé quasiment en même temps que le pied. Donc ça, c'est vraiment un point très important dans la marche nordique traditionnelle. Ces gens-là considèrent qu'on doit marcher en 2 temps et pas en 4 temps. Alors en 2 temps, entendons-nous, hein. Si vous posez à 35 millisecondes, vous n'allez pas être pénalisé par rapport à 20 millisecondes. Par contre, si vous posez le bâton 200 millisecondes derrière, là, vous avez toutes les chances d'être pénalisé. Donc ça, c'est une grande incompréhension des gens qui font marcher en Pologne notamment, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont pénalisés. C'est parce qu'ils ont un gros décalage du bâton par rapport au pied. Alors les pénalités, c'est un peu comme chez nous, hein, il y a une pénalité en temps, alors qui est variable. On retrouve quand même la minute hein, pour les 10 km qu'on a fréquemment en France. Et donc vous êtes bloqué pendant 1 minute par le juge. Autre règlement, EMA. Donc ça c'est réservé aux masters. Donc les masters c'est déjà jeunes, vieux on va dire. C'est à partir de 35 ans. Donc il y a plusieurs Français hein, qui vont régulièrement à ça tous les ans. Hein. European Master Athletics. Et donc c'est à partir de 35 ans. On retrouve des choses, hein, pousser au-delà de la hanche, ancrage entre les pieds. Et bien on retrouve encore cette histoire de synchronisation bâton-pied. Hein. Ancrage en même temps que le pied, on le voit là. D'accord. Donc les autres points sont identiques, j'en parle pas, mais vraiment les points fondamentaux, c'est ça. Hein. Ancrage, pour eux, c'est de la marche de temps. C'est de la marche de temps. Donc ça, c'est très important. Donc, en conclusion de tout ça, ben, le règlement FFA et les règlements internationaux sont en gros semblables, mais sur ce point essentiel de la synchronisation,
ils ne sont pas d'accord. Hein. Pour eux, vous devez poser le bâton quasiment en même temps que le pied, et l'ancrage doit se faire entre les deux pieds. Alors, ça c'est lié, hein, parce que si vous avez une synchronisation bâton-pied, eh bien, votre bâton se pose entre les deux pieds. Hein. Plus vous êtes proche de la pose du pied, plus le bâton est entre les deux pieds, et plus il est devant d'ailleurs. Okay. Alors, ça faisait partie du règlement FFA il y a quelques temps, hein, il y a 2 ans je pense. Et si vous regardez le pictogramme, c'est ça qui est un comble, hein, c'est que le pictogramme qui est affiché sur toutes les épreuves, il vous montre encore la zone de planté, c'est-à-dire qu'il vous montre encore comment on devait faire dans le règlement FFA d'il y a 2 ans. Donc c'était considéré comme une faute à l'époque. Et donc, à cause de cette variation du règlement, hein, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, chez les marcheurs élites, bon, il y en a qui marchent en 4 temps, je vous l'ai dit, mais il y en a qui se sont mis à planter très tard. Et il y en a qui plantent même derrière le pied avant. Un exemple de marche 4 temps avec piqué arrière, alors j'ai essayé de vous le faire, hein, je ne sais pas marcher en 4 temps, mais pour pas stigmatiser certains marcheurs, donc je me suis amusé à le faire au ralenti, donc voilà ce que ça donne. Alors, avant l'ancrage, en fait, le bras est quasiment à 90 degrés et il peut être très haut par rapport au sol. Et ensuite, ce qui va se passer, eh bien c'est ça, c'est que le bras revient derrière et va s'ancrer derrière le pied. D'accord? Donc le bras, à la fin du mouvement, est ancré derrière le pied. Donc ça se voit très bien. Alors ce qu'on voit également, eh bien, c'est que l'angle des bâtons est très souvent à 90 degrés, comme on voit ici. Vous voyez, le bâton est quasiment à 90 degrés. Ce qui fait que, eh bien ici, vous n'avez pas de poussée véritable, puisque à 90 degrés, vous ne pouvez pas pousser sur le bâton. Donc ça, c'est des mesures physiques qui le montrent. Hein. L'exercice pour ressentir ce que c'est que la poussée horizontale, ben, c'est tout simple. Hein. Vous faites positionner vos marcheurs debout avec les bâtons à 90 degrés, et vous leur demandez de se pencher, de se laisser tomber en arrière. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien sûr, ils tombent, puisqu'il ne peut pas y avoir de réaction horizontale avec les bâtons inclinés comme ça à 90 degrés. A l'inverse, si vous les faites positionner avec un certain angle, eh bien là vous voyez que ils peuvent complètement résister, ils peuvent tenir complètement sur les bâtons. Hein, donc ici, si on regarde l'angle des bâtons, eh bien on est à quoi? On est à 60 degrés à la louche, voilà, c'est ça. Un petit peu moins d'ailleurs. On est à 57 degrés, vous voyez, là on est à des bâtons qui sont à 57 degrés. Eh bien, il peut y avoir tout à fait une propulsion horizontale. Hein. Donc tout ça pour vous montrer que des bâtons à 82 degrés ne peuvent absolument pas permettre de se propulser vers l'avant, mais juste à vous soutenir. Donc ça, c'est important à comprendre. Bien, on peut constater qu'il y a une absence de traction, et pour cause, puisque le bâton, sur la partie avant, est complètement en l'air. Hein, donc étant donné que les bâtons sont à 30 cm du sol, il ne risque pas d'y avoir de traction. Par ailleurs, la poussée est quasi inexistante. Hein. J'ai vu des gens marcher devant moi là. Eh bien, le temps de bâton au sol est très faible. C'est vraiment du one touch, comme on dit en anglais. Eh bien, une petite touche légère et immédiatement le bâton redécolle. Donc, il n'y a même presque plus de poussée non plus. Donc ça, on s'éloigne très fortement des fondamentaux de la marche nordique. Alors d'un point de vue quantitatif, j'ai fait des mesures vidéo sur les championnats de France 2024. Donc il y avait quelques marcheurs, on va dire une demi-douzaine. En 2025, on est déjà à plus de 20 hommes et femmes. Et ça a tendance à monter puisque les gens se rendent compte bien sûr que ça marche plus vite. Pourquoi ça marche plus vite? Eh bien parce qu'on économise tous les efforts sur les bras. En fait, on ne marche qu'avec les jambes. Et donc on économise une grande partie de l'effort. Alors, les problèmes que ça pose, eh bien pour ceux qui marchent de manière classique, eh bien, ils ont un sentiment d'injustice. Hein. En natation, on a les mêmes choses. En natation, on a séparé la brasse et le crawl, parce que c'est des techniques qui n'ont pas du tout le même rendement. Et tout le monde le sait, si on fait nager des crawlers avec des brasseurs, eh bien les brasseurs ils vont dire, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est ce qui se passe pour nous, marcheurs nordiques. Si vous avez des gens qui marchent en 4 temps avec planté arrière, eh bien ceux qui marchent en classique, ils sont évidemment pas du tout compétitifs, puisqu'ils marchent avec des gens qui n'ont pas du tout la même technique de marche. Donc c'est une dérive dans les fondamentaux, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les fondamentaux à l'international, eh bien on cède des bâtons, on marche avec les bâtons. Les bâtons nous aident à nous propulser en avant. Alors que ceux qui marchent en 4 temps posés derrière, là, ils marchent malgré les bâtons. C'est si vrai que pour eux, il n'y aurait pas de bâton, ce serait exactement pareil. Donc ça, c'est dommage. Bon, par ailleurs, c'est une mise en concurrence illégale ou inégale avec d'autres sports. Le trail.
Hein, le trail, les gens marchent avec des bâtons. Et en fait, contrairement à nous, ils font ce qu'ils veulent. Ils se servent des bâtons, ils se servent pas, ils les plient, ils les déplient, ils courent, ils font ce qu'ils veulent. Ce qui fait beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance à dire, mais pourquoi on s'embête en marche nordique, puisque en trail, on fait ce qu'on veut. Donc vous voyez que si on continue, eh bien on va pas avoir d'existence propre, puisque en trail, on fait ce qu'on veut, on peut aller beaucoup plus vite. D'accord? Donc, et enfin, pour les compétiteurs qui veulent s'aligner à l'international, je dis, hein, ceux qui vont marcher en Pologne ou ailleurs, mais ils vont pas comprendre parce que ils sont pas jugés de la même manière. Alors, ceux qui ont déjà fait des compétitions à l'international, j'ai discuté avec quelques marcheurs élites, hein, de haut niveau, bon bah eux ils savent ça et ils s'adaptent aux deux techniques, mais c'est quand même dommage pour nous Français de rester en dehors de ces règlements. C'est quand même dommage. Donc, mon avis, bah, sensibiliser les commissions à ce problème, hein. Je pense que beaucoup de margeurs sont prêts à s'adapter, hein. Je le vois en discutant dans les pelotons, hein. Je vois sur les forums également, sur Facebook, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le faire correctement. Et même ceux qui marchent en 4 temps pause arrière savent très bien qu'ils marchent comme ça. Et si on leur demandait vraiment, je pense qu'ils le feraient. D'accord? Donc des fois des gens me parlent d'Olympiade. Bon bah c'est pas de mal à veille, hein. Tant qu'on a un règlement qui est complètement différent des autres, eh bien il n'est pas question de faire des Olympiades. Donc les autres pays, à mon avis, sont plus avancés que nous. Hein, le règlement est beaucoup plus précis. Et donc, moi j'aime bien ce dessin là. Eh bien, il y a des gens qui ont inventé la roue déjà et les autres n'ont pas le temps. Ils ont trop de travail, ils veulent pas s'occuper de ça. Donc c'est dommage. Je pense qu'il serait bon que la FFA regarde vraiment les règlements au NWF là et se dise mais au fait ces gens-là sont déjà bien en avance. Ah, peut-être des petites retouches, mais ce serait bien qu'on s'adapte pour que tout le monde puisse marcher de la même manière et on arriverait peut-être un jour à aller vers des Olympiades. Donc voilà les idées. Merci de nous avoir écoutés. Longue vie à la marche nordique, c'est vraiment ce que je lui souhaite, hein. Et à bientôt sur notre chaîne. Abonnez-vous pour être au courant des vidéos. Merci encore.